Dernier cas, monsieur F, 61 ans, antécédent de thrombose veineuse profonde et insuffisance mitrale. C'est un patient qui s'est présenté à la consultation dans le cadre d'un bilan systématique puis à l'interrogatoire. Il avait quand même des douleurs fluctuantes du grille costal et dorsal, pas d'altération d'état général, pas de neuropathie. Il vient avec un bilan anémie, neutropénie, lymphopénie, une hypercalcémie au seuil, pas d'insuffisance rénale, une augmentation de la bêta-2 microglobuline, les seuils au-delà de 2,5, et puis une hypergamma en lien avec un pic monoclonal très important à 74 grammes par litre, et un dosage d'IgA et d'IgM effondré. Ça, c'est un marqueur péjoratif avec une immunoparésie déjà bien constituée et un dosage d'IgG au-delà de 75 grammes. Là, juste, il doit y avoir une erreur, c'est pas 31, il ne peut pas avoir 31 grammes de gamma-globuline. Hein. Les marqueurs cardiaques sont normaux, il y a une protéinurie peu marquée, il a un très net excès de chaîne légère lambda en lien avec sa gammapathie, avec un rapport, on fait le rapport de la chaîne pathologique sur la chaîne saine, qui est à 254, supérieur à 100, c'est un marqueur péjoratif et un indicateur de traitement également. Sur son myélogramme, sans grande surprise, il a des marqueurs de myélome là, avec les cytopénies, l'immunoparésie, la taille du pic qui est très importante. Il a 28% de plasmocytes avec franche dysmorphie. Le diagnostic de myélome est posé. On est au-delà de 10% de plasmos anormaux dans la moelle, avec bien sûr une confirmation de l'immunophénotypage de leur caractère monotypique lambda. Le bilan. Ouais, donc ça, c'est des myèmes rachidiennes classiques. Là, les lésions, elles sont... Alors, je suis désolé, j'ai oublié de vous mettre le scanner. En scanner, c'était vraiment lithique, comme une métastase classique. Et on voit très très bien les lésions en T2, un peu moins en T1. Et ça, la dernière séquence, c'est T1 injecté, où on voit que la lésion, elle déborde en antérieur. Au niveau... ça touche la plèvre. Voilà, donc là, on est vraiment, par rapport à tout à l'heure, on est vraiment dans des lésions, comme des lésions de métastase très lithiques. Voilà, qui se rehaussent après injection. Et donc sur la tête, donc on fait systématiquement des scanners pour pouvoir visualiser la localisation des anomalies métaboliques. Et ça nous permet aussi d'analyser presque comme en radiologie les anomalies qu'on peut voir sur le scanner. Et comme tu le dis Laurent, on voyait que les lésions en question étaient bel et bien lithiques. On a deux exemples. L'une sur le rachis thoracique à droite. Hop, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on voit une lise, une plagipodance en fait au sein de la vertèbre. Et puis également un exemple de lise osseuse au niveau de l'aile iliaque droite qu'on voit ici sur le scanner. Et quand on regarde sur la partie tête couplée, bien on voit qu'il n'y a pas de rehaussement du métabolisme dans cette région par rapport au bruit de fond environnant. Donc là, à nouveau, c'est un patient qui a des lésions myélomateuses qui sont négatives en tête, qui ne captent pas le FDG. Ce patient-là, donc il a un myélome symptomatique, osseux, et donc il a un critère de traitement. On l'a traité en urgence du fait du risque de viscosité à cause de son gamma-globulinémie marquée. Et donc, il a eu un traitement classique après une préphase de dexaméthasone, un corticoïde pour faire baisser rapidement le pic par une quadruplette, donc 4 traitements que vous présentera Frédéric, et puis une procédure d'autogreffe, parce que c'est un patient jeune, moins de 65 ans, ils sont encore autogreffés aujourd'hui. Et on donne du Zometa pour les patients qui ont des lésions osseuses, mensuelles au départ, puis on espace pour la consolidation osseuse. Et donc il a plutôt bien fait, puisque après 4 cycles mensuels de cette quadruplette, il a été ce qu'on appelle en très bonne réponse partielle. C'est des critères définis avec 90% de réduction du pic. Donc ça nous permet de dire très bonne réponse partielle. Il a été autogreffé, puis finalement la poursuite du traitement a permis d'obtenir une réponse complète, une disparition du pic pathologique avec le traitement d'entretien qu'il poursuit là actuellement. Il en a pour 3 ans de traitement d'entretien par la bouche et ensuite on surveillera. Et il y a eu un TEP scanner de contrôle, les discrets endroits qui étaient
très discrètement hypermétaboliques se sont négativés, qui est un facteur pronostic favorable chez les patients qui sont très hypermétaboliques. La négativation du TEP scanner est un facteur favorable pour le pronostic. Oui, donc effectivement, c'est important d'évaluer potentiellement donc, les myélomes en TEP, parce que, comme tu viens de le dire, une réponse métabolique complète sur une TEP dans le cadre de l'évaluation d'un myélome est un facteur de bon pronostic, avec une survie augmentée chez ces patients. Et donc, c'est le message clé, c'est vraiment le plus important à retenir sur cette slide. Et puis, je crois aussi qu'il y a une place sur l'IRM de diffusion, mais c'est plutôt du domaine de la recherche a priori. Tu peux peut-être en dire un petit mot. Il y en a qui commencent à faire, enfin, en gros, je vous ai montré les images de diffusion. Quand on a la diffusion, on peut toujours calculer l'ADC. Voilà. Ça, on le fait déjà quand même de plus en plus souvent. Et les patients de Dr Zubier, quand ils ont des bonnes chimios, on leur refait l'ADC. On voit que l'ADC, en fait, se modifie favorablement ou défavorablement. Et très probablement qu'on pourra faire exactement la même chose sur les IRM corps entier, mais on a quand même vraiment besoin que la technique s'améliore pour que le patient ne reste pas 1 heure et demie dans la machine. Pour les 3 cas, il y a très peu de symptômes pour aller faire de la biologie, parce qu'on n'y pense pas souvent, parce que là, en fait, il faut le faire systématiquement. Ils ont mis une électrophorèse parce que le premier avait un Covid. Ouais. Le second, il avait quelques douleurs. Et le dernier, il est venu effectivement d'emblée avec une électrophorèse à 75 sur la table. Voilà. Il avait quelques douleurs de glycostal aussi. Oui. Non, on ne pense pas à ça, mais les douleurs comme ça, on ne pense pas vraiment à l'état de l'électrophorèse. D'autant qu'il n'avait pas eu d'imagerie avant. On est dit 4 cas de la douleur, après on attend. Après, pas hématologue, mais on en voit beaucoup. Il y a de plus en plus de patients qui viennent avec des électrophorèses, qui ont, dans le cas d'un bilan général, bilan d'asthénie. Voilà, il y a beaucoup d'électrophorèses qui sont faites. Dans le dernier cas, c'était une TEP pour confirmer la réponse complète par une IRM positive. C'était une TEP. Parce que alors, il y a eu d'autres IRM parce qu'il y avait des lésions qui étaient menaçantes et qu'on a recontrôlées rapidement, que j'ai recontrôlé à quelques semaines du début de traitement parce qu'il y avait un petit signal épidural. Donc ça, on contrôle rapidement. Mais ensuite, c'est le TEP scanner qui a une valeur pronostique en post-autogreffe pour ces patients. Donc, nous, pour les patients, on vous présentera tout à l'heure les recommandations en médecine de ville. Mais c'est vrai que pour les patients qui ont des pics importants, c'est le combo IRM et TEP scanner que nous, on prescrit tout à fait. Et la place du scanner, c'est plutôt une place pour le dépistage de plus grande échelle chez des patients qui ont des pics plus petits. Radio standard, on va Scanner osseux corps entier. Pas de dépistage systématique de l'électrophorèse, quel que soit l'âge, c'est sur un terrain et des symptômes, etc. De bilan d'infection à répétition, d'altération d'état général, d'anémie, voilà, pas de systématique. Le scanner low-dose corps entier, ça se fait aussi, et on voit pour le coup quand même les lésions quand elles sont lytiques. Voilà. C'est vraiment des cas où c'est vraiment la maladie est importante, parce que là, les 2 premiers cas, c'était pas visible. Ouais. Non, mais en tout cas, il ne faut pas penser que quand même, le scanner est nullissime. Quand il y a vraiment des lésions lytiques, on peut faire un scanner corps entier low-dose. Et voilà. Et s'il est négatif et on a ce pic, on rajoute un IRM corps entier. En fait, c'est vrai que je pense que vraiment, l'IRM corps entier, il faut vraiment se demander par les hématologues sur des cas particuliers. Voilà, c'est le message. Alors, je vais être rapide parce qu'on me demande d'être rapide. Alors, où est-ce qu'on a pu déjà Paul, excuse-moi. Où est-ce que j'ai pu Voilà. Un tout petit
résumé sur... Alors moi, je vais vous parler du myélome maladie. Donc là, on n'est plus du tout dans la démarche qui finalement va être celle d'un médecin généraliste qui s'inquiète à juste titre sur une anomalie de l'électrophorèse. Je vais vous parler de la maladie très brièvement pour finalement vous dire en conclusion qu'on a fait des progrès extrêmement importants depuis 10 ans particulièrement sur cette maladie qui devient quasiment une maladie chronique. D'une maladie mortelle il y a 35-40 ans, on a révolutionné le pronostic de cette maladie. Donc en 2 mots, c'est une maladie extrêmement rare, c'est une maladie qui représente à peu près 5000 nouveaux cas par an en France. C'est une maladie de la personne âgée, 70 ans en moyenne au diagnostic. On a très peu de patients jeunes, c'est-à-dire qu'à moins de 50 ans, ils sont extrêmement rares. On a probablement une prévalence augmentée chez les hommes. Et on n'a pas identifié de facteurs de risque plus que ceux connus dans le monde de l'oncologie. Donc on sort à chaque fois des expositions aux radiations ionisantes et des pesticides, et le tabac, etc. Mais il n'y a pas un facteur de risque particulier. Alors, de cette moelle osseuse, donc c'est une maladie de la moelle osseuse avec des plasmocytes qui sont malins et qui prolifèrent comme tout processus cancéreux. Et de cette position anatomique, on comprend que il y aura une destruction osseuse au sein même de l'os avec une médulaire. Donc ce sont les os longs, le rachis et le bassin. Tout ce qui est arthralgie, on n'est pas concerné. Dans la moelle, c'est donc la manufacture pour faire des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc forcément, s'il y a une prolifération maligne, il y aura une anémie et c'est un des critères de traitement quand la maladie est installée. Une hypercalcémie assez logiquement, des douleurs osseuses et sur le plan de la fonctionnalité du plasmocyte qui produit des anticorps, comme il devient malin, il y a une immunoparésie, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la production des anticorps fonctionnels et donc on aura un déficit immunitaire qui va s'installer assez rapidement. C'est un petit schéma qui récapitule tout bonnement tout ce qu'on peut avoir dans un myélome maladie. Vous connaissez ça, donc les médecins ici connaissent par cœur ces électrophorèses qui parfois sont inquiétantes. On va pas revenir là-dessus. Le diagnostic de certitude, c'est évidemment le myélogramme qui permet de définir une maladie quand on a une plasmocytose anormale de plus de 10% au niveau de votre myélogramme ou d'une biopsie osseuse ou une biopsie ostomédulaire. Et puis, ces critères-là, c'est plutôt pour les hématos, quand on a cette plasmocytose maligne, on recherche des critères qui sont listés ici pour débuter un traitement. Donc ça va être de critères grossiers si vous avez une hypercalcémie, si vous avez une insuffisance rénale, si vous avez une authentique anémie, ou des lésions osseuses au scanner, voire IRM, voire au TEP scanner, parce que là vous êtes déjà en hémato, ou si vous avez des critères qui sont plutôt plus récents, depuis à peu près 8-10 ans, où on a essayé de définir, ça sert à rien de les retenir, mais des éléments soit au niveau de l'IRM, soit au niveau de la biologie, qui nous poussent à les traiter un tout petit peu plus tôt, de façon à probablement améliorer le pronostic quand vous traitez plutôt un peu comme les cancers du côlon. Si on s'attaque au polype, on espère ne pas avoir une maladie plus agressive et plus diffuse. Ah, ça c'est pas bon. Cette slide, simplement pour rappeler l'indication de l'imagerie, notamment de la tête et de l'IRM, mais également du scanner, avec des sensibilités et des spécificités qui sont différentes entre les deux examens, TEP et IRM, et peut-être une sensibilité un peu plus élevée quand même dans l'IRM, et probablement pour la TEP, la cause de ce manque de sensibilité, c'est l'expression de l'exokinase qu'on peut avoir dans certains cas de myélome. Alors, le point de vue du clinicien par rapport à cette notion de radiologue, c'est que un TEP scanner, on vous l'a dit tout à l'heure, ça a plutôt à viser pronostic, dans la mesure où vous pouvez avoir une maladie. Alors, classique, c'est une maladie de la moelle osseuse. Donc, normalement, ça ne doit pas dépasser les frontières de la moelle osseuse. Mais il y a quand même des myélomes qui sont extrêmement agressifs, donc avec des localisations extramédulaires. Et quand on fait un TEP, on a des localisations qui peuvent sortir
de l'IRM si vous vous cantonnez à une IRM rachidienne et au niveau du bassin. Si évidemment vous avez recours à une IRM du corps entier, vous avez la même globalité de l'individu. Mais on sait très bien que les myélomes qui sortent, dont la prolifération sort de cette moelle, donc qui peuvent se loger dans des tissus mous, bref, des organes à distance de cette moelle osseuse, sont de bien moins bons pronostics. Et puis par rapport à l'évaluation, quand on a fini un traitement, finalement, ça s'éteint au TEP scanner et il est beaucoup plus long de voir une amélioration des lésions lytiques au niveau de l'IRM. C'est pour ça qu'on fait moins l'IRM à la fin. On va aller vite. Il y a différents diagnostics différentiels, notamment les pics qui sont des pics bénins, on va dire, monoclonal bénigne de signification déterminée, c'est-à-dire qu'avant on disait que ça pouvait être que bénin, mais finalement, maintenant on sait que tous les myélomes ont probablement débuté par une gammapathie monoclonale de signification déterminée, donc on parle plutôt de signification indéterminée plutôt que bénin, et puis il y a beaucoup, je vais pas vous lister les choses, mais il y a beaucoup de maladies, les maladies auto-immunes, et d'autres maladies en hématologie qui peuvent s'associer à un pic monoclonal. Ça, c'est une définition pour les hématologues. En gros, ça distingue avec des signes cliniques et biologiques le statut de gammapathie de la maladie sans avoir de symptômes, et là on discute l'intérêt d'un traitement, et du myélome avec symptômes. Il y a des critères de pronostic, on va évidemment pas rentrer là-dedans. Sachez juste que quand on fait une aspiration médulaire pour qualifier la maladie, on regarde aussi la tête des plasmocytes en biologie moléculaire et en cytogénétique, parce que vous avez des plasmocytes gentils et des plasmocytes plutôt résistants, et là vous avez des marqueurs cytogénétiques qui nous permettent de dire qu'un myélome au diagnostic peut être assez de pronostic défavorable ou favorable, indépendamment de la cartographie du TEP scan. Vous avez aussi au niveau cellulaire des plasmocytes plus ou moins méchants. Et vous allez me dire, est-ce que c'est un intérêt de la clinique? Oui, parce que pour l'instant, on se pose encore la question d'utiliser ça pour faire possiblement 2 autogreffes. Voilà, là on l'a dit, donc plus on a de lésions, moins c'est bon, mais j'insisterai surtout sur la présence d'atteintes extramédulaires, et ceux-là, ils sont extrêmement embêtants. Bon, ça c'est l'évolution de la maladie, donc je suis très 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 optimiste, parce qu'effectivement, moi j'ai vu que les choses ont vraiment bien évolué, mais hélas, je vous ai pas mis qu'on les guérissait du tout, donc on passe d'un myélome multiple smoldering, c'est-à-dire indolent, ou du pic monoclonal sans critères de maladie, et puis quand on rentre dans la maladie, on est mis en rémission, mais on rechute. On meurt pas forcément du myélome, mais on rechute. Et je vais vous expliquer pourquoi on meurt pas forcément du myélome, parce que c'est une maladie du patient âgé, et on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces, avec parfois des gens qui ne rechutent pas à 8-10 ans. Donc si vous avez ça à 80 ans, vous allez probablement mourir d'autre chose, et ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc ça, c'est des données sous forme de schéma. Vous voyez que de décennie en décennie, on prolonge la vie de nos patients. Donc en 2018, la moitié des gens qui avaient un myélome au diagnostic n'avaient pas rechuté à 6 ans. Là, on est plutôt à 10 ans, si on mêle un peu tout le monde, les jeunes, les pas jeunes, etc. Ça, c'était la courbe qui est à droite, c'est pour vous dire que les courbes s'écrasent quand même toutes, et que quand on a un myélome agressif, on a de merveilleux traitements que je vais essayer de vous schématiser, mais on peut encore mourir dans des temps relativement records. Pour les oncologues, c'est déjà très bien, 60 mois, mais pour nous, c'est pas terrible. Voilà, il y a des rechutes cliniques, il y a des rechutes biologiques, on rentre pas là-dedans. Ça, c'est un joli schéma que je ne comprends pas, mais en tout cas, j'ai compris que... En fait, pourquoi l'histoire naturelle de cette maladie a été complètement révolutionnée, c'est que on a trouvé un point d'accroche avec une immunothérapie. À la surface des plasmocytes, on a trouvé l'antigène qui pouvait nous aider à renforcer les effets d'une chimiothérapie ou d'autres immunomodulateurs. Pour ceux qui connaissent les lymphomes, il y a depuis très longtemps un anticorps qui a révolutionné la prise en charge du lymphome, c'était l'anticorps anti-CD20, le MabThera. On a trouvé notre MabThera du myélome avec le daratumumab, parce que c'est le premier qui a été connu dans ce domaine, mais en gros c'est un anticorps monoclonal anti-CD38, le plasmocyte exprime le CD38,
on se met là-dessus, et donc on améliore notoirement le pronostic de cette maladie. Donc c'est un joli schéma pour dire ça. Là, c'est une façon de vous résumer la prise en charge de nos patients. Vous voyez que ça se découpe en deux façons de traiter. Il y a éligible à SCT, c'est l'autogreffe. Donc vous avez tout le chemin d'un patient éligible à l'autogreffe qui va avoir une induction, une consolidation, une maintenance, et on s'arrête. Et puis en bas, juste en bas, c'est des sujets inéligibles parce qu'ils sont âgés. Âgés, c'est plus de 65 ans en gros, ou parce qu'ils ont moins de 65 ans mais ils sont déjà très fatigués avec des comorbidités. Et là, vous voyez donc qu'ils ont un traitement qui est plutôt jusqu'à progression. Alors, on a révolutionné l'histoire naturelle d'un myélome, ça reste pour le coup assez pénible quand même, parce que, notamment pour les personnes âgées, quand on rentre dans cette maladie, on n'arrête pas le traitement. C'est un tout petit peu désagréable. Là, je vais assez rapidement passer là-dessus, mais c'est pour vous donner un petit peu la façon dont on réfléchit. Les dernières recommandations pour le traitement du myélome de l'ESMO 2024, en fait, vous permettent de voir que on a un patient qui a un myélome et on se pose la première question, est-ce qu'il est éligible à l'autogreffe de par son âge et son état général? Oui, non. Et à ce moment-là, vous voyez deux, oui, vous avez toute une kyrielle de traitement, non, vous en avez une distincte. Vous êtes éligible parce que vous êtes jeune et en bonne santé. Là, surtout, vous lisez pas ça, mais c'est pour vous introduire la notion que le daratumumab, c'est le D là, le D qu'on met à chaque fois. Et donc le D, il a révolutionné la prise en charge. Vous avez du daratumumab en traitement d'induction, ça c'est pour vraiment anéantir la maladie myélome. Vous consolidez avec l'autogreffe qui se situe au milieu, et vous avez des schémas de consolidation et de maintenance. Et grâce à tout ce traitement, vous voyez que c'est quand même très long, très fastidieux, très lourd, et ben on a aujourd'hui des projections de survie sans rechute de 8-9 ans. Donc ça devient une maladie beaucoup moins de pronostic défavorable qu'au début de nos internats respectifs. Pour les jeunes, évidemment, ça a l'intérêt d'être vieille, enfin d'être âgée, quoi. On voit que c'est mieux. Moi j'ai commencé avant, même Melphalan, rien. Voilà, donc c'est pour vous dire en langage, pourquoi ça va beaucoup mieux, c'est que vous avez des réponses excellentes. Et vous voyez que là, pour la dernière étude que je vous ai présentée, à 4 ans, il y a 84% des gens qui n'ont toujours pas chuté. Avant, c'était liquidé en moins de 4 ans. Voilà, quand vous n'avez pas le recours à l'autogreffe parce que vous êtes trop âgé, et ben on a d'autres traitements. Je vais aller vite. Donc le DARA, c'est le D à chaque fois. Donc vous voyez que le DARA, il est chez les vieux, chez les jeunes, tout le temps. Et comme on vieillit de mieux en mieux, les hématologues se sont dit, on vieillit de mieux en mieux, est-ce qu'on pourrait pas renforcer l'intensité du traitement pour des vieux jeunes? Vieux jeunes, oui. Donc en fait, vous êtes vieux jeune quand vous avez jusqu'à 80 ans, mais vous faites du golf, du vélo, du tennis. Et là, vous avez le droit à avoir 4 drogues, alors que, comme les jeunes, les vrais jeunes. Donc, là, il y a un essai qui vient de donner ses résultats au Congrès international mondial interstellaire, l'ASH, en décembre 2024, et qui montre que non seulement c'est possible, ça passe bien, les gens continuent à faire du vélo, un peu de golf, etc. Et ils ont des projections de survie sans myélome. Là, on les mène au centenaire, en projection. Voilà. C'est quand même, s'il y avait quelqu'un qui était là et qui avait un myélome, il me dirait que c'est un peu moins sympa, parce que ça réduit quand même le nombre de possibilités de faire du sport, etc. C'est un petit peu fatigant. Mais on est probablement dans une ère où on ne va pas forcément mourir de myélome, âgé. Et vous pouvez proposer ça à des gens en excellente santé jusqu'à 80 ans. Voilà, et pourquoi ça marche bien? Alors vous voyez quand même, je vous ai entouré en rouge, que sur cette étude, à 5 ans, il n'y a même pas la survie sans progression médiane, c'est-à-dire que les gens n'ont pas suffisamment chuté. Vous avez 80 ans, d'avoir un myélome, moi je le prends plutôt que d'avoir un cancer, Monsieur Zoubien. Voilà, ça c'était pour résumer en moins drôle. J'ai pas mis de bicyclette.
Il y a beaucoup de traitements de rechute. C'était pour vous annoncer la couleur. Il y a énormément de traitements de rechute. Donc même si vous rechutez 8 ans après, il y a encore des choses à faire. Et si vous rechutez aussi au-delà de la première rechute, vous avez maintenant des carticelles, je pense que les gens ont entendu parler. En gros, des thérapies cellulaires où vous sortez les lymphocytes de l'individu, vous les modifiez, vous faites des têtes chercheuses anti-myélome. Et ça jusqu'à 80 ans. On a beaucoup d'argent en France et ça coûte 500 000 €. Voilà, c'est une façon d'annoncer qu'on est vraiment assez gâtés. Il faut se mettre à la page parce que si on s'arrête aux publications de l'année dernière, on est déjà has-been. Il faut vraiment se mettre à la page, mais c'est intéressant. Ah oui, et dans le futur, peut-être, c'est pas encore défini, on vous a dit que dans la stratification, vous avez des gammapathies monoclonales de signification indéterminée et des myélomes indolents. Aujourd'hui, on ne traite pas. Et peut-être que dans le futur, sur des critères qui ne sont pas encore définis, quand vous aurez un myélome indolent, mais à très haut risque dans les 2 ans de passer à un myélome à traiter, on vous fera peut-être le fameux DARA, toujours l'anticorps anti-CD38 monoclonal, tout seul pour essayer d'éradiquer cette petite chose, cette petite maladie en germe, et de vous projeter à une maladie plus symptomatique à distance. Et c'est juste pour vous faire une note de perspective. Voilà les recommandations. La tolérance, c'est important quand même. Non, c'est pas bon. Chez les jeunes, moins de 65 ans, il y a 4 mois de traitement qui sont facilement tolérables, 1 fois par semaine à l'hôpital de jour ou à domicile. Il y a la phase d'autogreffe, 15 jours d'hospitalisation, aplasie, risque d'infection, transfusion, interdit de sortir de la chambre, des complications infectieuses avec des risques de passage en réanimation moins de 5%, mortalité 1%. Et ensuite, on continue le traitement 2 mois, idem qu'au départ, et 3 ans de traitement d'entretien par la bouche, et là, la vie est normale. Quasiment normale, sauf ceux qui ont des petits désordres digestifs. Voilà. Et après, on s'arrête, et là, les gens ont une vie normale sans traitement pendant, estimé, 6-8 ans, jusqu'à la rechute. Toute rechute ou un traitement débuté chez la personne plus âgée, non éligible, et continué jusqu'à progression, donc ça, c'est une autre affaire. Donc ça modifie quand même la qualité de vie, le style de vie des patients. Globalement, en début de traitement, beaucoup de stress, pénibilité, fatigue, à s'habituer au rythme qui est important. Il y a, les schémas sont très complexes à comprendre, les gens ont du mal, ça prend beaucoup d'énergie, ça épuise. Et puis ensuite, ils se routinent, et petit à petit, on allège en fait le plan de traitement. On vous a présenté des quadruplettes. On peut pas garder une quadruplette pendant 5 ans. Donc la dexaméthasone, elle va virer vite. Le Velcade, ça donne des neuropathies. On arrête au bout de 9-12 mois. Ça s'arrête. En général, le daratumumab, par contre, c'est un Graal, c'est vraiment superbe. C'est très très bien toléré. On a des patients qui sont 6-8 ans sous daratumumab mensuel. C'est une sous-cutanée. C'est très compliqué, c'est très facile. Et le Revlimid, c'est aussi un traitement qui peut être très bien toléré. On adapte les doses et les gens ont une qualité de vie la plus normale possible. Dara, Revlimid, c'est un traitement qu'on peut donner au-delà de 90 ans, chez des patients très âgés, très fragiles. Quand les doses, c'est facile à gérer et ça a révolutionné le profil de tolérance du médicament pour ces patients. Et juste pour comprendre, si un jeune n'a pas la greffe, par exemple. Si un jeune n'a pas la greffe, on altère son pronostic. Hein. Alors, aujourd'hui, on vous dit ça, peut-être que dans 2-3 ans, là, il y a un essai qui a été conduit et qui est en cours d'analyse, un essai français, Cocorico, de l'IFM, et qui essaye, comme à chaque fois depuis 20 ans, la greffe, c'est 1985, son effet positif. Et en fait, depuis l'avènement de nouveautés extrêmement de plus en plus efficaces, à chaque fois, on repositionne la greffe en disant est-ce que cette vieille greffe, elle a encore un intérêt? Jusqu'à aujourd'hui, tous les protocoles ont montré que même si vous combinez des traitements extrêmement innovants, les patients traités avec la greffe quand on est jeune font mieux. Et là, on vient de reposer la question avec la quadruplette, donc on ne peut pas mieux faire, des taux de réponse avant l'autogreffe qui sont
jamais obtenu depuis qu'on connaît le myélome. Et on va voir les résultats. Est-ce que finalement quelqu'un qui a très très bien répondu, est-ce qu'il faut quand même lui faire la greffe ou pas? Ça va être encore mis en balance. Mais à chaque fois, on peut essayer de la soustraire. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc peut-être que là, on va y arriver. Peut-être que dans 2 ans, on fera plus de greffe. Mais c'est pas encore le cas. Avec, dans ce protocole-là, qui teste à enlever l'autogreffe, une condition, c'est qu'il faut avoir bien répondu avant, et c'est uniquement chez ces patients-là qu'on essaye de mettre. Alors, les recommandations de l'IFM, en gros, ça c'est des recommandations pratico-pratiques pour la médecine de ville, la médecine générale, concernant l'attitude à avoir face à la découverte d'un pic à l'électrophorèse. Donc, je découvre un pic. Il faut le caractériser en demandant l'immunofixation. Vous allez avoir dit. Donc ça, j'ai imprimé, il y a plein de trucs là sur les côtés, vous avez les feuilles pour les recommandations pour emmener chez vous si vous voulez. Ça, donc première étape, immunofixation qui nous permet d'identifier l'isotype IgG-AM. Les autres IG ne donnent pas de myélome. IgD, c'est rarissime IgE. Vous avez un petit pic. Alors, petit pic, ça dépend de l'isotype. IgG, IgM, plus gentil que IgA. IgG, IgM, un petit pic, c'est moins de 10-15 grammes par litre. C'est déjà assez conséquent. 10-15 grammes par litre, pour IgG, IgM, c'est petit. IgA, c'est moins de 5 à 10. Si on veut être un petit peu strict, voilà, plutôt moins de 5 grammes par litre d'IgA, c'est OK. Chez ces patients-là, petit pic, l'enjeu, ça va être d'éliminer une gammapathie qui aurait des conséquences cliniques. Il y a peu de myélomes qui ont des présentations de ce type-là. Statistiquement, les myélomes ont plutôt des plus gros pics. Donc, ce qui est recommandé là, ça va être pour la médecine générale d'aller éliminer les pics qui posent vraiment problème et qu'on devrait traiter parce qu'ils ont une répercussion sur le rein, sur la peau, sur les nerfs, par exemple, sans avoir forcément de myélome. C'est ce qu'on appelle les gammapathies monoclonales de signification clinique. Et ça en fait des critères de traitement. Les significations cliniques, donc, je vous ai parlé de l'atteinte neurologique, donc ça donne des neuropathies périphériques. La protéinurie avec les atteintes rénales. Donc, en gros, la peau. L'amylose, vous savez que c'est une pathologie qui est liée aussi à la fabrication d'anticorps et de chaînes légères. Et donc, il y a la macroglossie, qui est la grosse langue, qui est un des signes, qui est aussi donné dans les recommandations de l'IFM. Et donc, on vous recommande de faire un examen clinique à la recherche de ces signes-là, et une protéinurie, en plus pour s'assurer de l'absence d'argument pour une atteinte rénale. Deuxième situation, vous avez un pic important, c'est-à-dire plus de 10-15 grammes d'IgG ou plus de 5 à 10 grammes d'IgA. Dans ces cas-là, l'IgM a été mis à part parce que c'est une autre quantité. On fait une numération formule plaquette pour rechercher une anémie, la fonction rénale, la calcémie et l'albumine qui est un marqueur pronostic, et les urines, et le scanner, parce que vous avez un pic significatif. Pour l'IgM, on va rechercher des signes de lymphome lymphoplasmocytaire, qui est l'entité qui donne une prolifération de lymphoplasmocytes et de pic IgM, donc ce qu'on appelle la maladie de Waldenström. Et donc là, on va rechercher une anémie, une insuffisance rénale, et le marqueur LDH avec l'aspect lymphome est plus important dans cette entité Waldenström que dans le myélome. C'est un marqueur de prolifération tumorale. Et pareil, on va faire une recherche de répercussion rénale avec la protéinurie. Dans le Waldenström, c'est une prolifération lymphoplasmocytaire avec un tropisme ganglionnaire de ces cellules-là, contrairement au myélome. Et donc, on va plutôt rechercher une augmentation hépatosplénique ou des ganglions, et donc on va faire une échographie abdo ou un scan TAP, et pas forcément une imagerie osseuse, focalisée osseuse. Donc on a myélome d'un côté, os, et Waldenström plutôt à raisonner comme un lymphome, ganglion, rate. En conclusion, après, avec tout ce bilan, si vous avez un petit pic avec des critères évocateurs d'atteinte clinique, cutanée, neurologique, rénale, avis spécialisé, ou si vous avez un pic important,
avis spécial oseux. D'autant plus si vous avez des répercussions qui vous font penser à un critère CRAB, anémie, atteinte rénale, hypercalcémie, atteinte osseuse, évidemment. S'il n'y a rien de tout ça, petit pic, pas d'argument clinique, pas de protéinurie, pas de problème à l'imagerie, pardon, l'imagerie, il faudra nous l'adresser de toute façon, c'est un gros pic. On vous recommande une surveillance par le médecin traitant sans forcément passer par la case hémato. Et à 6 mois, puis après ça peut s'espacer tous les ans en fonction de l'évolution. Une évolution significative d'un pic, c'est pas 1-2 grammes en 6 mois ou en 1 an, c'est 5 grammes, 5 points, ça c'est une évolution significative en 6 mois. Et là, chaque 6 mois, vous faites le bilan sanguin, le bilan urinaire et éventuellement le bilan radiologique uniquement si c'est orienté sur des symptômes. Voilà pour ces recommandations.